Après le succès du premier vol de Columbia, les tests ne sont pas finis pour autant. Avant de déclarer la navette opérationnelle, il faut tester les composantes qui rendront cette navette si iconique. Aujourd'hui, nous revenons sur la mission STS-2, l'épreuve du feu pour le bras robotisé Made in Canada. Le 14 avril 1981, la navette Columbia revient de son premier séjour spatial et atterrit à la base d'Edwards, en Californie. À la base, il est prévu de la ramener en Floride, la remettre en état de vol, pour enfin la lancer le 9 octobre 1981 pour la mission STS-2. Mais dans la réalité, la NASA va vite découvrir que ce nouveau véhicule spatial prometteur a besoin de plus de soins que prévu. Pour transporter une navette d'un bout à l'autre du pays, il faut utiliser un avion très spécial, le 747 SCA. SCA, ça veut dire Shuttle Carrier Aircraft, ou en français, avion de transport de navette. Le concept est simple, un gros porteur bien puissant qui porte la navette sur son dos. On monte alors Columbia sur le dos du 747 qui fait ensuite route vers le Kennedy Space Center. Pendant ce temps, les deux astronautes de la mission s'entraînent. Columbia est encore en phase de test et ne sera déclaré opérationnel qu'après avoir testé tous les systèmes. Ce vol-ci a pour but de tester un élément crucial de la navette, le RMS. RMS, ça veut dire Remote Manipulator System, vous le connaissez aussi sous le nom de Canadarm, un mix entre le pays qui l'a conçu, le Canada, et le mot arm qui signifie bras en anglais. Ce bras canadien va donc permettre, comme son nom l'indique, de manipuler des objets dans l'espace, attraper des satellites ou même servir de caméra ambulante. Piloté par un astronaute à l'arrière du cockpit de la navette, il a des articulations semblables à un bras humain pour aller dans pratiquement tous les sens. Autant dire que ce Canadarm est une pièce maîtresse du programme et il va faire son baptême du feu sur ce deuxième vol. À bord également, en plus de quelques senseurs comme lors du vol précédent, on ajoute le lot d'expérience OSTA 1 qui rassemble plusieurs éléments dont MAPS qui mesure la pollution atmosphérique, OCE qui observe les océans ou encore SMIR, un radiomètre. Les deux astronautes sélectionnés pour cette mission sont Joe Engle et Dick Truly. Ancien pilote de X-15, Joe Engle devait à la base marcher sur la Lune avec Gene Cernan lors d'Apollo 17, mais a été remplacé par Jack Schmitt, géologue, puisque c'était la dernière mission lunaire et que jusque-là, aucun scientifique n'avait marché sur la Lune. Il n'a donc jamais volé dans l'espace, mais a acquis de solides expériences de pilotage de la navette, puisqu'il a participé aux essais d'approche et d'atterrissage avec la navette d'essai Enterprise. Dick Truly a lui aussi fait des essais en vol d'Enterprise aux côtés de Joe Engle. Les deux hommes se connaissent donc très bien et connaissent également la navette comme leur poche. Columbia arrive en Floride le 29 avril 1981 et il faut démarrer le travail de maintenance. En premier, les tuiles. Après son vol, 350 tuiles doivent être remplacées, 818 doivent être retirées pour les réparer et 2000 ont besoin de petites attentions. Le travail est colossal, mais tout se passe bien. Ou presque. Alors que la date du lancement approche, les techniciens remplissent le réservoir de RCS, vous savez, ces propulseurs qui permettent de s'orienter dans l'espace, quand soudain, ils déversent accidentellement 5,5 litres de peroxyde d'azote, qui est extrêmement toxique, sur le nez de la navette. En conséquence, il faudra remplacer 379 tuiles de protection. Cet incident, qui heureusement n'aura blessé personne, va donner un mois de retard au lancement, avec une nouvelle date de lancement prévue pour le 4 novembre. Le 2 novembre, soit 2 jours avant le lancement, un problème touche l'alimentation des piles à combustible, mais il est très vite résolu. Et finalement vient le fameux 4 novembre. La navette est sur le pas de tir, prête à décoller. À 5 minutes du lancement, un enchaînement d'anomalies sont rapportées, ce qui force à résoudre de nouveaux problèmes avant un nouveau lancement. Je vous épargne tous ces problèmes car la liste est vraiment trop longue. On prépare donc Columbia pour un nouvel essai de lancement le 12 novembre. Mais encore une fois, plusieurs anomalies sont trouvées et corrigées, notamment à la veille du lancement où pour remplacer un multiplexeur-démultiplexeur, on va retirer l'un de ceux de la navette Challenger qui est alors en construction en Californie et le faire expédier par avion en Floride dans les heures qui précèdent le lancement. Finalement, comme prévu, la navette décolle ce jour-là après 7 mois de remise en forme.
Le décollage se passe bien et ce 12 novembre, c'est non seulement la première fois qu'un vaisseau fait un second vol en orbite, mais c'est aussi la première fois qu'un astronaute décolle vers l'espace le jour de son anniversaire, puisque ce jour-là, Dick Truly fête ses 44 ans. Columbia se place alors sur une orbite très basse de 220 km d'altitude, ce qui est optimal pour l'équipement scientifique embarqué pour la première fois à bord d'une navette spatiale. La mission est prévue pour durer 5 jours, mais très vite, une pile à combustible déraille totalement. Par souci de redondance, la navette en a plusieurs, mais les procédures sont claires. Si les 3 piles à combustible ne sont pas toutes opérationnelles, il faut écourter la mission. Un jour après le lancement, on annonce donc aux astronautes qu'ils devront rentrer le lendemain. La mission de 5 jours se transformant en une mission de 2 jours, ils vont devoir remplir un maximum d'objectifs dans le temps imparti. Pour ce qui est des instruments scientifiques embarqués, activés juste après la mise en orbite, tout va bien. Truly se concentre alors sur le Canadarm de 15 mètres de long et commence à le déployer. Tandis que Truly teste le bras robotisé dans plusieurs modes et positions, Joe Engle utilise les propulseurs RCS de la navette pour tester les effets de ses mouvements sur le bras. Ils activent également la caméra située à l'avant du bras et inventent ainsi la perche à selfie la plus longue, mais aussi la plus chère de l'histoire. Columbia, Houston, we've got the elbow camera. Okay. Hi, Mom. Le test du Canadarm est un succès et 90% des expériences scientifiques prévues ont pu être réalisées. Il est désormais temps de rentrer. La rentrée se déroule très bien, et Columbia s'apprête à atterrir pour la deuxième fois de son histoire sur la base d'Edwards après une mission réussie. Suivi par des avions T-38 de la NASA, l'événement est retransmis une fois encore en direct à la télévision. Dan, it's incredible, but we can see that with the naked eye. Roger, you're tracking right down the line. That's incredible. He's right overhead from us, way up there. There's the booms. At this point, he's You can see dropping him with the naked eye. at a degree of about 19 degrees down, coming down fast. At 2,000 feet, he'll begin to flare out. Roger, still just slightly low on the energy, looking okay. He's been cleared to engage auto land as soon as he got the needle centered. Now he's on auto. He's letting the auto land Roger. system fly it down to 2,000 feet. Then he'll take over manually again, do a manual landing, touchdown, and roll out. He's now completed his turn through the dangerous wind buffeting, so he's coming in directly into the wind, and he's in good shape, right? That's right. There's Check speed brake auto. Okay, speed brake, body flap, auto, everything's off. Thank you. It's the second time man has done it, but what a sight it is to see a spacecraft come landing here like an airplane. It is an airplane now. No power of its own, a very tricky landing. Unpowered 75-ton airplane landing at 2 or 3 times the speed of a DC-9, which is its size counterpart. The clouds cooperated here. 50 knots. 2,500 feet, speed brakes are closed. We're at 270 knots. he's got the brakes closed because of this high wind. He's a little low on energy, so he closed the speed brakes early. 30, 20, 10, 5, 3, touchdown. Nose gear 15. How about that? Now watch. What a beautiful landing. This is critical when the nose slaps over. Joe's letting it down nice and easy. Thank you, Chase. That was beautiful. Après ce vol, Engle et Truly referont chacun un vol en navette les années suivantes. Engle continuera à travailler autour des navettes spatiales en faisant notamment partie de la commission d'enquête sur l'accident de Challenger en 86. Il est aujourd'hui à la retraite. Truly deviendra en 89 l'administrateur de la NASA, devenant également le premier astronaute à obtenir ce poste qu'il quittera en 92. La mission STS-2 est une pierre de plus apportée au gigantesque projet de la navette spatiale. Cette mission, comme la précédente et comme les suivantes, a permis d'avancer un petit peu plus dans l'amélioration et les tests de cet engin hors du commun
et marque aussi des incroyables premières, dont celle de voler en orbite plusieurs fois avec le même véhicule. Le chemin avant de déclarer la navette opérationnelle s'annonce encore très long, et va demander à Columbia de faire encore d'autres vols, ce que l'on verra dans les épisodes suivants. J'espère que vous avez aimé ce second épisode sur les navettes spatiales. L'épisode de la semaine prochaine reviendra un petit peu dans le temps puisqu'on ne parlera pas de STS-3 mais d'un autre truc, vous verrez. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. J'ai aussi un Utip où vous pouvez faire des dons réguliers, des tips réguliers, comme sur Tipeee. Et puis bien sûr, si vous voulez des jolis t-shirts sur les navettes spatiales, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. En tout cas, tout ça c'est en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez me soutenir puisque maintenant YouTube est mon travail. Au passage, une petite dédicace à mes amis canadiens, puisqu'on parle du Canadarm, puisque en ce moment, visiblement, c'est pas la joie niveau météo, donc voilà, je pense à vous avez tout mon soutien. Bref, je vous dis à la semaine prochaine sur Stardust, portez-vous bien.